Bien, aujourd'hui, je vais reprendre le mythe de Narcisse et Écho, et je vais vous montrer comment ce mythe ne finit pas de nous surprendre. Voilà, j'ai mis le tableau là pour un rappel à la représentation que j'avais faite de ce mythe. On va commencer par les explications. Donc pour aller assez vite, je ne vais pas reprendre le récit que vous l'avez déjà dans la première vidéo que j'ai consacrée à ce mythe. Je vais simplement reprendre des étapes qu'on peut les énumérer en quatre étapes principales. Et on va commencer par ici la première qui est Écho maîtrise le langage. C'est une personne, c'est une femme qui sait très bien parler, donc elle maîtrise du logos. Deuxième étape, elle est punie et elle va perdre cette capacité de maîtriser le logos. Elle devient écho, c'est-à-dire que ce qu'elle pourra seulement faire dans le monde de la communication du langage, ce n'est que répéter les dernières syllabes qui ont été prononcées par quelqu'un. Et quand elle devient donc écho, elle tombe amoureuse de Narcisse. Narcisse va la refuser et Écho va se réfugier dans la grotte. Elle va arrêter de manger, elle va s'assécher et elle va devenir simplement une voix et Écho, répéter les dernières syllabes des personnes qui vont rentrer dans la grotte et parler. Maintenant, il suffit d'invertir 1, 2, 3, 4 et faire l'inverse de mettre 1, 2, 3 et 4 pour se rendre compte qu'on retrouve des stades de développement comme ils ont été décrits par Freud et Lacan. Donc ici maintenant on va mettre 1, 2, 3 et 4. Premier, c'est la phase de l'auto-érotisme. Pour Freud, auto-érotisme, c'est quand, pour Freud, le bébé n'a pas une perception de distinction du corps, de soi et de l'autre, de la mère, de la personne qui se prend soin du bébé, et n'a pas non plus une perception de son propre corps. C'est cette phase mythique que Freud appelle auto-érotisme. Deuxième étape, c'est quand on assiste à la formation du moi, et pour Lacan, c'est Lacan qui va introduire le stade du miroir. Dans le stade du miroir, pendant le stade du miroir, le bébé va percevoir une image reflétée sur le miroir et va s'identifier. Donc, cette image auquel il va s'identifier formera ce qu'on appelle le moi. Et donc, au départ, le moi est un autre. Le moi est un autre, et c'est lorsqu'il se rend compte, lui, que le reflet, c'est lui-même, qu'il y a identification, qu'il y a formation du moi. Cela se passe pour Lacan entre
6e, 6 mois et 18e mois. Troisième étape, c'est lorsque l'enfant a pris conscience, s'est construit la formation du moi, il y a une distinction entre son propre corps, il y a une perception de son propre corps, du corps de l'autre, il va y avoir une dépendance à l'autre en étant conscient de cette distinction. Dépendance. Et ici, ce serait, pas pour Freud ou pour Lacan, mais pour d'autres psychanalystes, processus d'individuation. Individuation, comme dans le cas de Jung, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que ici, lors de l'auto-érotisme, ça correspond à la présence seulement de la voix de écho. Cette voix de écho correspond à la pulsion, comme l'a appelé aussi Lacan, la pulsion invocante, qui est au départ la voix maternelle. Donc la voix. Et c'est, pour Lacan aussi, ce qui correspond au niveau du désir, correspond au niveau de la demande, c'est la demande au niveau du stade oral. Et ça correspond aussi avec la période. Le stade du miroir, là on voit le regard qui est en premier plan, donc la pulsion du regard, qui est la version du désir qui correspondrait à la pulsion anale du côté de la demande. L'anal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on sollicite, même à l'âge adulte, mais surtout à l'âge du développement de l'enfant, quand on sollicite fortement, chacune de ces parties sont sollicitées, on arrive à des problématiques. Ici, la partie sollicitée, cette période d'autorétisme, sont les problématiques qu'on retrouve dans des formes d'autisme qui peuvent être légères ou très importantes. Ici, l'autisme. Stade du miroir, si on sollicite cette partie-là, dans les cas de fragmentation, c'est de l'image propre, on sollicite des parties, questions narcissiques, problématiques narcissiques ou psychotiques. Et ici, des problématiques de dépendance. Ensuite, on se rend bien compte que pour chaque moment, stade que je viens d'évoquer, on va solliciter aussi, lorsque une crise se met en place,
une configuration particulière du vide. Dans ce cas-ci, le vide qu'on retrouve dans le récit de Écho, c'est qu'elle-même crée un vide du côté de Dieu pour lui permettre de rencontrer des nymphes. Donc, elle va empêcher que sa femme soit présente. Là, il y a un vide. Dans ce cas-ci, donc, le vide peut être perçu comme plaisir, ou bien peut être perçu, vous invitez quelqu'un ne vient pas à la fête, comme déplaisir. Ici, dans les dépendances, dans le cas, par exemple, de Écho, qui ne voit pas correspondre son amour, se crée un vide qui est angoissant. Du côté de Narcisse, lorsque l'image va se morceler, et donc il y a un vide qui se crée au niveau de l'image propre, on a ce que Lacan appelait l'angoisse de morcellement. Et pour terminer, ici, du côté de la grotte, quand le corps disparaît de Écho, on a le vide qui on retrouve dans les formes d'autisme très, très graves, ou dans des formes comme ça d'autisme passager, c'est-à-dire de repli, je veux dire, quand je dis passager, c'est de repli sur soi, peut-être le vide, et c'est un vide qui est très angoissant. Et pour terminer, on peut également placer pour chaque stade des formes de l'art. Ici, ce premier stade de l'autoritisme de la voix, où domine la voix, la pulsion invocante, eh bien, on met la musique. Du côté de Narcisse, du stade du miroir, la pulsion du regard, on met les arts plastiques. Les arts plastiques. Côté de la dépendance, de la relation à l'autre dépendant, on peut mettre tout l'art, la littérature amoureuse, par exemple, la littérature. Et ici, où il y a la maîtrise du logos, on peut mettre d'autres formes de littérature, ou bien la littérature scientifique. Autre forme de littérature. Bien voilà, j'ai présenté d'une manière très schématique toute une série d'aspects qui vont remplir un peu ce stade qu'on retrouve dans le récit mythique, et on pourrait très bien les développer d'une manière beaucoup plus étendue. Ici, j'ai simplement voulu vous donner un aperçu de comment est-ce que ce mythe, ce récit mythique de Narcisse et Écho, peut nous surprendre. Et peut-être encore quelques mots autour de la voix, hein, donc de l'art musical de la musique. La musique, effectivement, reste parmi les autres arts, que ce soit les arts plastiques ou la littérature, reste une des arts qui a donné plus de complications à trouver une interprétation, à donner des explications. Et cela vaut aussi pour la psychanalyse. Et surtout pour Freud. Freud s'était fort intéressé aux arts plastiques et à la littérature. Les références à ces arts sont innombrables dans les textes, dans l'œuvre de Freud, pour souvent appuyer, peut-être pas confirmer, mais appuyer les observations les développements théoriques que Freud est en train de proposer. En revanche, il ne fait très peu, presque jamais, référence à la musique. Il disait même que pour lui, la musique était un art qui ne
l'interpellait pas, parce que pour lui, c'était impossible de jouir d'une œuvre artistique sans pouvoir la comprendre, sans pouvoir la traduire en un sens, en une signification. Et cela explique pourquoi Freud, c'était la musique lui était un peu indifférent, et deux, pourquoi est-ce que Freud ne fait pas référence à la musique dans ses écrits. Donc la musique reste effectivement dans les passages 1, 2, 3 et 4 la partie de l'art la plus primitive. La partie de l'art, c'est l'expression artistique qui va solliciter des parties de l'âme les plus primitives. C'est cette partie, la première partie du développement de l'enfant, qui va être suspendue aux mots, à la voix, la voix maternelle, la voix de la mère, qui lui donne une jouissance, qui est une jouissance autistique, ce qui a été évoqué quelques fois par certains théoriciens de la musique, que la musique nous renferme dans un monde tout à fait personnel, autocentré, et qui est préalable, qui précède le signifiant et toute signification. Bien qu'on puisse trouver quelques petites significations, eh bien, on a du mal tout de même à la rendre publique. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec mon tableau et la musique. Donc, j'avais ici peint ce tableau qui représente Narcisse et Echo. Et ensuite, j'ai proposé aussi de voir ce tableau avec un morceau que j'ai composé qui compénètre le tableau. C'est-à-dire que ce que je compose en termes de musicalité, en termes de son, eh bien, devrait être une interface de ce qu'on voit. Eh bien, cela est dans ma tête à moi, mais pas dans la tête des autres. C'est-à-dire que j'ai déjà fait écouter ce morceau à d'autres personnes, mais ils ne voient pas la correspondance, nécessairement la correspondance entre ce qu'ils entendent et la peinture. Bien qu'on puisse quelquefois trouver des aspects qui peuvent rappeler certainement l'image. Au fond, c'est sur ça que se basent les films aussi. Si vous voyez un film d'horreur, on ne peut pas mettre une musique de Bach, par exemple. Tout à fait évident. Mais l'intérêt après de la composition qui peut rentrer dans une certaine, comment dire, ambiance, eh bien c'est difficile de rendre en signification ou en sens précis. Voilà tout. Eh bien, voilà ce qui en était, encore une fois, d'un développement théorique sur ce mythe de Narcisse et Echo. Bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.